quelques éléments de sommaire. Donc j'ai essayé de vous rapporter ce qu'il en est du SAS Yvelines dans le contexte qui concerne l'accès aux soins dans les Yvelines et donc l'historique de sa création. Ensuite, on parlera de son organisation et de son fonctionnement en tant que tel, aujourd'hui, ce qu'il est. Et je me permettrai de vous faire un retour d'expérience de ces 3 premières années et de vous informer des perspectives du dispositif. Alors, je vais me présenter peut-être à ce stade. Je suis Anne-Claire Boucher et je suis la directrice opérationnelle du service d'accès aux soins depuis quasiment sa création, donc depuis mai 2022. Alors, sur l'historique du SAS, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est déjà connu, mais ça me paraît important aussi dans l'interconnaissance qu'on puisse reposer aussi ce qui concerne le soin non programmé dans les Yvelines et donc ce qui motive aussi la création du SAS. Alors, le département des Yvelines, donc le SAS est départemental, donc j'ai parlé de chiffres qui concernent tout le département. C'est 1 437 000 habitants, le département aujourd'hui, avec une offre de soins hospitalières ou de soins non programmés avec la mobilisation des cliniques privées et ou de sites de garde organisés par les médecins libéraux qui s'étend là sur les points que nous voyons, donc sur un croissant notamment lié à la densité de population. Je ne vais pas redétailler, mais globalement, ça fait une offre de soins qui est relativement conséquente avec des partenaires sur l'accès aux soins quand même intéressants pour prendre en charge ces 1 437 000 habitants. Malgré tout, si on peut passer la slide, malgré tout, on est dans une zone médicale, enfin dans une zone classée en désert médical dans les Yvelines. Donc on voit ici la répartition des médecins généralistes en Île-de-France et son évolution en 4 ans, entre 2018 et 2022. Je n'ai pas pris de chiffres plus actualisés, mais c'est quand même parlant. Donc dès qu'on est rouge, ou jaune, c'est que globalement on est sous-dense en termes d'offres de soins. Là sur la partie médecine générale en 2022, quasiment toutes les Yvelines sont rouges et que c'était quelques zones jaunes, notamment sur l'est des Yvelines, donc proche en périphérie, disons, de la petite couronne, de Paris petite couronne. Et on voit un facteur aggravant entre 2018 et 2022, puisqu'en 2018, il y avait encore quelques zones qui n'étaient pas encore classées comme sous-denses. Donc, je vous apprends rien, j'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez. Si on peut passer, voilà. Donc, quel impact sur la régulation, sans dire que c'est le seul impact, mais néanmoins c'est impactant pour la régulation des appels au 15. Donc ici on voit la courbe de dossiers, du nombre de dossiers d'appelants gérés par le 15 par année depuis 1983, donc période à laquelle on a démarré le suivi de données au niveau du SAMU des Yvelines. Et donc on voit globalement que c'est une activité qui évolue chaque année. On sait dire que c'est en moyenne 5% d'augmentation d'activité par an, avec une régulation qui est impactée très largement ces dernières années. Notamment là on voit 2021-2022 plus 12% d'activité, entre 2024 et 2025 c'est des plus 6,5% d'activité. Donc il y a vraiment comment dire, une activité très soutenue au niveau de la régulation des appels au 15. Une des raisons, mais qui n'est pas la seule, hein, c'est cette sous-densité d'offres de soins. Il y a évidemment un facteur lié à la démographie de la population et à l'âge de cette population, le vieillissement étant un facteur aggravant. Et il y a aussi des facteurs extérieurs qui sont par exemple des communications générales, donc nationales, sur l'appel au 15 en cas de besoin ou en cas de question, ou alors des événements qui sont propres au département, comme par exemple des fermetures temporaires d'accueil d'urgence qui vont impacter la régulation, par exemple. Donc une activité qui ne décroît pas. Si on peut passer.
Donc pour remettre dans le contexte en Île-de-France, les Yvelines, c'est le département, donc il est en violet, là en violet prune sur les courbes, les histogrammes de droite, on voit l'évolution de l'activité, donc qui ne décroît pas, ce que je vous expliquais. C'est vrai pour globalement quasiment tous les SAMU à la marge. Et en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que les Yvelines est le département le plus impacté sur le niveau d'activité, étant celui qui a le plus d'activité à ce jour. En termes de régulation. Voilà. Donc en 2024, qu'est-ce que ça donne? Cette augmentation d'activité, pour que vous puissiez vous représenter, c'est 915 000, un peu plus de 915 000 appels entrants. Ce qui sous-entend quand même donc un taux de décroché important à assumer avec des ressources en face aussi qui font le nécessaire pour répondre au plus vite à l'appel au 15. 336 783 dossiers de régulation. Donc il y a quasiment 3 fois moins de dossiers que d'appels parce que pour un dossier, il peut y avoir plusieurs appels reçus. Par exemple, une situation s'aggrave ou on demande au patient de rappeler pour savoir comment ça va, etc. Ça peut arriver dans des cas spécifiques et globalement, du coup, ça fait un nombre d'appels bien plus important que le nombre de dossiers que l'on traite, sachant que le dossier va suivre le patient du début à la fin. Donc, parmi les 336 000 dossiers, 72% ne sont pas transportés vers un site d'hospitalisation, principalement les urgences, et donc on va recevoir une autre réponse au 15, soit du conseil médical ou alors une orientation vers une ressource de ville. Donc dans ce contexte-là d'activité très soutenue, plus la crise Covid qui a aussi mis en exergue les faiblesses et les difficultés des réponses aux appels au 15, dans le Ségur de la santé, il y avait la proposition de concrétiser un service d'accès aux soins. Donc je vais expliquer maintenant ce qu'est le service d'accès aux soins, si on peut passer. Voilà, il y a un petit... Alors, oui, c'est pas grave. En fédérant les acteurs sur le territoire, c'est très important, puisque dans le cadre du SAS et de la régulation de façon générale, peut-être là, je vais faire sans slide, vous expliquer, vous rapporter quelque chose qui est très important dans la nature de ce qu'on fait. Le 15, son rôle, évidemment, c'est de trouver la bonne réponse pour le patient dans une situation à un instant T. Il ne va pas répondre. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui est fournisseur de la réponse. Le 15 va orienter vers la bonne réponse. Et donc, dans cette orientation du patient vers la meilleure réponse, encore faut-il avoir la réponse. Cette réponse-là, elle ne peut s'organiser qu'en fédérant les acteurs sur le territoire. C'est-à-dire que les structures d'urgence hospitalière sont une des réponses qui peuvent être apportées aux patients, mais vous l'avez vu, dans un grand nombre de cas, ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas la réponse adaptée. Toute la question, c'est de savoir quelles autres ressources on peut disposer sur le territoire qui vont aider les patients avec des pathologies ou des symptômes très divers et variés, des typologies ou un lieu géographique sur le département qui est très différent, rural, urbain, donc une accessibilité différente. Notre rôle, ça va être de pouvoir permettre que les réponses répondent aux besoins des patients, notamment en fédérant, dans le cadre du Ségur de la santé, en fédérant les acteurs du territoire. Et pour faire ça, sur un département aussi vaste que les Yvelines, qui compte un certain nombre d'acteurs et qui s'organise aussi sur des territoires plus petits que le département, le SAS s'est beaucoup appuyé sur l'APTA, qui est d'ailleurs coporteur de ce service d'accès aux soins. Peut-être que tout le monde sait ce que c'est l'APTA, je vais quand même le redire en quelques mots. L'APTA, c'est une association d'appui aux professionnels de santé libéraux départementale. Donc, cette association, elle va porter au service des professionnels médicaux, paramédicaux ou médico-sociaux des projets à l'échelle du département. Souvent, ce sont des projets qui émanent des professionnels eux-mêmes, qui estiment qu'il y a un creux ou un vide ou un défaut d'organisation à combler. Et dans ce cas-là, l'APTA va essayer de mettre en œuvre des moyens pour répondre aux besoins et le diffuser ensuite sur l'ensemble du département. Donc cette APTA, elle est tout à fait en lien avec les professionnels de ville et va permettre l'organisation notamment des réponses aux appels au 15
en mobilisant et en échangeant avec les acteurs de ville et en construisant une réponse qui est adaptée selon eux. Donc c'est l'interlocuteur privilégié pour le SAS dans le cadre de l'organisation des ressources et des réponses en ville. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. S'il y a des questions sur l'APTA, je rentrerai plus dans le détail ensuite. On peut passer. Donc cette organisation pour répondre aux soins non programmés, portée par l'APTA et par le centre hospitalier de Versailles, elle avait déjà été réfléchie et pensée avant le Ségur de la santé, avant la crise Covid également. Donc là, on voit en 2019 notamment un projet de collaboration qui avait été soumis à l'ARS en format article 51 par ces deux entités, donc l'APTA qui représente la ville et le centre hospitalier de Versailles qui va représenter l'hôpital et qui est l'établissement hébergeur du SAMU Centre 15. Et dans ce cadre-là, il y avait un souhait de collaborer entre la ville et l'hôpital pour répondre mieux aux appels et donc aux besoins de soins non programmés, urgents ou semi-urgents, grâce à la mobilisation des professionnels. Si on peut passer. Donc, si vous voulez, la collaboration entre ces deux acteurs et le constat d'un besoin d'organisation, de collaboration, de coordination sur le territoire avait déjà été fait avant cette crise Covid et ce Ségur. Est arrivé cet appel à projet service d'accès aux soins. Et donc, les deux entités qui se connaissaient déjà et qui avaient entamé une collaboration autour du soin non programmé ont déposé un projet dans le cadre du SAS. Donc, on voit ici, voilà, là on arrive vraiment au cœur du sujet, on voit ici l'ensemble des départements qui ont été choisis comme étant pilotes, donc expérimentateurs, d'un service d'accès aux soins après le Ségur de la santé. Donc c'est à peu près 2 départements par région, à peu près, sur des territoires assez différents. Et en Île-de-France, c'est Paris et les Yvelines qui ont été expérimentateurs et sur des modalités assez différentes. Dans l'expérimentation, on peut porter évidemment une façon de faire qui nous est propre, une organisation qui nous est propre. Et donc, dans les Yvelines, je vais bien spécifier ce que l'on a porté dès le démarrage et ce pourquoi on se différencie plutôt des autres SAS. Si on peut passer. Voilà, très bien. Donc dans la partie pilote, avant de parler du décret qui est... oui, on peut rester sur le décret, il n'y a pas de souci, mais je vais juste... qui date de 2024, donc 2 années après, voire 2 années et demie après le lancement pilote, presque 3 ans d'ailleurs, puisque l'appel à projet, la réponse à l'appel à projet a eu lieu en 2021. Et donc il y a eu déjà ce déploiement-là de 2021 évidemment à 2024. Dans les Yvelines, vous l'aurez compris, il y a ces 2 porteurs, le centre hospitalier de Versailles, établissement hébergeur, et qui portent les enjeux hospitaliers sur le soin non programmé. Sur la ville, c'est l'APTA, l'association libérale, qui va porter les enjeux des professionnels de santé de ville autour du soin non programmé. Ces 2 entités-là ont créé une entité qui s'appelle un groupement de coopération sanitaire, service d'accès aux soins, qui est à capitaux propres, à budget propre, à fonctionnement propre, avec 2 membres administrateurs qui ont 2 voix à parité, donc qui ne peuvent décider ou prendre des décisions pour le groupement uniquement quand ils sont d'accord, donc à l'unanimité, ce qui rapproche et fédère forcément. Donc ce projet-là, rien que cette construction, elle est assez unique. Il y a énormément de services d'accès aux soins qui sont portés soit par la ville, soit par l'hôpital, mais quasiment jamais par les 2 entités. Et donc c'est une richesse qu'on a dans le département, et je tiens à le souligner, de pouvoir collaborer aussi étroitement sur ce sujet qui est le soin non programmé à l'échelle du département, parce que forcément les hospitaliers et les libéraux ne vont pas avoir toujours les mêmes enjeux, de fait, les mêmes organisations et les mêmes contraintes. Donc c'est important d'entendre et d'avoir ces voix de chaque partie prenante pour pouvoir offrir et développer des solutions qui soient adaptées à chacun et que chacun puisse tenir ses engagements de façon assez réaliste. Donc c'est déjà une première spécificité que je souhaitais vous porter. Donc ce que dit le décret daté du 14 juin 2024, propre au service d'accès aux soins, pour poser les choses et ce qu'il en est aujourd'hui.
Le service d'accès aux soins, c'est la régulation médicale de l'ensemble des appels au 15, en urgence vitale ou en urgence ressentie, ici dit en demande d'aide médicale urgente ou en demande de soins non programmés, sur les horaires d'ouverture des cabinets, c'est-à-dire de 8h à 20h du lundi au vendredi et le samedi matin de 8h à midi. Les autres horaires étant nommés la permanence des soins ambulatoires, donc des horaires de permanence des soins, où il n'y a pas d'accès aux soins en ville de façon classique, mais où les professionnels peuvent s'organiser pour offrir quand même une continuité de soins ou une permanence de soins. Donc le SAS, il va exercer ses missions uniquement sur ces horaires de jour. En réalité, évidemment, il y a une imbrication étroite des réponses apportées en horaire de jour et en horaire de nuit ou de week-end. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une certaine continuité et une fluidité dans la prise en charge, quels que soient les horaires pour les patients. Les appelants, voilà, ils appellent au moment où ils appellent. Notre objectif, à nous, en tant que régulation des appels au 15, avec le SAMU, avec les associations et les médecins libéraux qui répondent aux appels, c'est d'offrir la meilleure réponse, quelle que soit l'heure et la journée. Donc on est un petit peu, aussi c'est une deuxième spécificité du service d'accès aux soins, c'est-à-dire qu'on va sortir un petit peu des horaires qui sont classiquement attendus de ce service parce qu'on considère que la réponse, elle doit être optimale et optimisée quel que soit le moment de la journée et de la nuit. Voilà pour la deuxième spécificité. Donc voilà, on arrive là très rapidement à ce qu'on en fait, donc ce groupement de coopération sanitaire, dont le cœur du service, c'est de répondre aux patients et offrir un parcours aux patients adapté dans le cadre d'un soin non programmé. Donc quand on parle de soins non programmés, on l'a vu dans le cadre du décret, ça va être de l'urgence vitale ou de l'urgence, de la semi-urgence, on pourrait dire, à 24-48 heures. Dans tous les cas, le SAS va essayer d'offrir des réponses. Donc évidemment, sur la thématique de l'urgence vitale, le SAMU, très organisé, a déjà des réponses et développé des réponses adaptées, c'est sûr. Ce qui pêche et ce qui pêchait au moment de la création du SAS, c'était bien sûr plutôt l'organisation pour de la semi-urgence avec un lien à réaliser avec l'ensemble des acteurs de ville, terrain de ville. Donc, les professionnels de santé, médecins généralistes principalement, mais pas que, spécialistes, paramédicaux et médico-sociaux. Tout ce volet-là nécessitait énormément d'échanges et d'interactions avec multiples interlocuteurs sur l'ensemble du département pour essayer de coordonner une réponse et avoir des réponses d'ailleurs sur l'ensemble du département. Donc c'est très complexe et le SAMU n'était pas organisé en ce sens-là. Et c'est là où la force du SAS d'être coporté ville-hôpital, ça permet aussi d'aller parler et d'aller trouver les bons interlocuteurs en ville. J'ai fini pour ça. Alors, je vous refais rapidement ce qui se passe du coup quand on appelle au 15. Donc, c'est vrai en horaire de jour. C'est pas totalement différent en horaire de nuit. Donc, et le week-end. Donc, je vais le préciser. Donc, c'est un numéro unique dans le cadre d'une demande de soins non programmés à réguler. Dans les Yvelines, c'est un guichet entrée unique, c'est le numéro 15. Donc un patient en urgence ressentie ou en urgence vitale, notamment dans le cadre d'un avis qui est donné par un médecin ou un professionnel, va appeler le 15, être décroché par un assistant de régulation médicale qui est nommé ARM-SAS, qui va évaluer le niveau d'urgence de l'appel, le motif de l'appel, géolocaliser de façon très précise le patient, ce qui est très important dans le cas d'envoi de moyens de secours pour pouvoir arriver au plus vite sans avoir une difficulté, par exemple liée à un code de porte ou alors une impasse ou un numéro d'appartement, un étage, etc. Donc c'est très important de bien recenser l'ensemble de ces données. Et cet ARM, cet assistant de régulation, quand il aura identifié s'il s'agit d'une urgence vitale ou d'un soin non programmé, d'une demande, va orienter soit vers un médecin urgentiste, à gauche, médecin AMU, soit vers un médecin de la régulation de la permanence des soins, RPS, vers la droite.
Les deux médecins vont pouvoir donc évaluer le niveau d'urgence de l'appel, la demande de l'appelant, repréciser un certain nombre d'éléments liés à l'état de santé du patient et ensuite choisir la bonne orientation vers une ressource sur le territoire. Donc, dans le cas d'urgence vitale, on va plutôt aller vers des services d'urgence ou des services spécialisés, réanimation, parfois des hospitalisations directes, en tout cas quand c'est possible. Et souvent, ces patients vont être transportés par un transport de secours, un moyen de secours, un SMUR, une ambulance ou les pompiers. Dans le cadre d'une demande de soins non programmés, le médecin régulateur va, après l'évaluation, très souvent apporter et fournir du conseil médical aux patients. C'est quasiment la moitié des appels qui se terminent uniquement par du conseil médical, donc ce n'est pas négligeable. Ou alors orienter vers une ressource sur le territoire. Dans les ressources, il va y avoir notamment l'accès à un médecin généraliste. Donc ça, on va toujours prioriser le médecin traitant en cas d'indisponibilité, parce que c'est le cas quand même souvent, soit parce que le médecin est absent à ce moment-là, ou alors parce que le patient n'a pas de médecin traitant déclaré. Dans ces cas-là, vers un médecin ou un médecin généraliste du territoire installé. S'il n'y en a pas parce que c'est la fin de la journée ou pour X raisons, vers un centre de soins non programmés, dont le métier est de faire du soin non programmé, comme par exemple SOS, ou alors, s'il n'y en a pas ou qu'on est en horaire de week-end ou de soir, vers une ressource de permanence des soins, comme une maison médicale ou un point fixe. Ce système-là, il existe donc dans le cas de la médecine générale. Si on a besoin d'un accès spécialiste, on va travailler de la même façon. S'il y a un spécialiste référent, on va le contacter. S'il n'existe pas, on va aller chercher une ressource sur le territoire, etc. Il y a aussi un certain nombre de demandes en soins non programmés qui relèvent d'une initiation de parcours. C'est-à-dire qu'on sent qu'on ne va pas pouvoir gérer la situation uniquement par une consultation ponctuelle, mais que ça va demander plusieurs avis médicaux ou un suivi. Dans ces cas-là, on se place en système de parcours. On le note ici parce que, en rouge, en rose là, parce que ce n'est pas le cœur de métier du 15, évidemment. Le cœur de métier du 15, c'est de répondre à une demande urgente dans une situation à un instant T. En réalité, il y a un certain nombre de patients ou de familles qui appellent parce qu'ils sont complètement dépassés, c'est-à-dire qu'ils ont soutenu, ils ont supporté ce qui se passe ou la dégradation ou l'état de santé d'un proche ou d'eux-mêmes pendant un certain temps et puis en fait, ne trouvant pas de réponse en ville, saturent. Ils vont appeler le 15 en appel à l'aide, en appel de détresse. C'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça, il faut nous aider. Et souvent, ça concerne de la gériatrie, et ça peut concerner la santé mentale ou alors des maladies chroniques. Évidemment, il n'y a pas d'urgence. Si on fait l'évaluation à la régulation, on va considérer qu'il n'y a pas d'urgence, voire pas de solution à apporter dans le cadre de la situation ponctuelle qui est la même qu'hier ou qu'avant-hier. Mais néanmoins, il faut quand même pouvoir trouver une solution pour le patient ou l'aidant, puisque il y a cette demande-là d'orientation sur le territoire. Donc c'est là où on va essayer de remettre en place quelque chose ou d'apporter la bonne réponse en termes d'orientation au patient pour qu'il ne se retrouve pas seul en fait dans la situation une fois que l'appel est raccroché. Alors, je ne pose pas de questions, mais j'espère que ça va et que vous suivez toujours. Donc, sur cette régulation médicale, on va retrouver plusieurs entités dont les logos sont en bas à droite de la slide. Le SAMU 78, évidemment. L'association de régulation de la permanence des soins qui fédère les médecins libéraux qui viennent réguler en plus des médecins hospitaliers, notamment sur les demandes de soins non programmés, donc non urgents ou en semi-urgence, et le service d'accès aux soins qui est le dernier arrivé sur le plateau. Donc vous voyez, il y a plusieurs structures, c'est assez complexe. Chacun a une expertise propre sur son cœur de métier. Le SAS, lui, il va venir renforcer les dispositifs en place, apporter des moyens, compléter des ressources pour améliorer la réponse aux appels. Si on peut passer. Donc, j'ai globalement dit à peu près tout sur le sujet de ça, mais je vais juste rappeler que l'orientation, elle se fait toujours en priorité vers l'équipe de soins traitant ou référente pour le patient qui va appeler dans le cadre d'un soin non programmé.
Ensuite, on va travailler énormément, mais comme le DAC et comme énormément de dispositifs en place sur le département avec les professionnels qui sont en ville. Nous, notre relais, c'est particulièrement les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui vont travailler et agir en proximité dans la communauté médicale, médico-sociale et paramédicale, au service de patients d'un bassin géographique de vie. Ça, pour nous, c'est très pertinent parce que globalement, le patient qu'on a, si on doit le relayer, on va le réorienter dans son bassin de vie, donc auprès de médecins qui, notamment, sont dans la zone CPTS concernée. Donc, on travaille beaucoup à cette échelle-là. Et on travaille aussi dans le cadre du soin non programmé avec les services d'accueil d'urgence, toujours dans cette logique d'apporter et d'orienter le patient, d'apporter la bonne réponse au patient et de l'orienter au mieux dans le système de soins actuel, en tout cas offert dans les Yvelines. Des patients qui ne relèvent pas des urgences et qui sont évalués en tant que tels selon une grille très précise et définie à l'accueil, vont pouvoir bénéficier d'une consultation via le SAS sans être vus aux urgences, donc dans les 24 heures. Donc on travaille aussi en lien avec l'APTA à la demande et selon les besoins identifiés en régulation à des projets qui permettent d'offrir de nouvelles réponses aux appelants du 15, toujours en relation avec les besoins qu'on identifie. Bon, les besoins, vous n'êtes pas sans savoir, hein, c'est la mobilité, difficulté d'accès aux soins liés à la mobilité, de médecins qui ne se déplacent plus. Comment on fait? Souvent les patients appellent, on n'a pas beaucoup de ressources, donc c'est comment on arrive à créer cette mobilité ou à pallier à cette mobilité des patients et la mobilité médicale à travers de nouveaux projets qui vont permettre de prendre en charge ces soins non programmés et éviter l'arrivée aux urgences qui n'est pas la bonne solution après avis médical. On travaille aussi sur ces modalités et en fonction des besoins à l'accès aux spécialistes et au parcours, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, si ça marche, il y a une petite vidéo qui explique pour les professionnels ce qu'est le service d'accès aux soins et dans quelle mesure ils peuvent participer au service d'accès aux soins. Si ça marche, on peut la mettre. Je ne sais pas si ça a marché. Alors, je vais regarder. Ça a marché. Surtout de partager avec le son, je vais essayer de faire. Bon, si ça marche pas, c'est pas très grave, mais elle résume assez bien les choses. Est-ce que vous avez entendu le son? Non, il n'y a pas le son. Moi, j'entends pas le son en tout cas. Normalement. Il me propose de partager avec le son normalement, mais là, Et je vous avoue que je serais bien incapable de vous aider. Il me propose pas l'option d'habitude, il me le propose. Bon, eh bien, désolée, c'est pas grave. La vidéo, elle est disponible sur le site internet de l'APTA, sur notre page LinkedIn et bientôt sur le site, le futur site de l'hôpital de Versailles. Bon, globalement, ce que je peux vous dire, on peut passer et puis peut-être que du coup, il y aura des éléments, mais la façon... Non, on n'entend pas. La façon dont on travaille, oui, alors du coup je vais en parler avant qu'on parle de ça. La façon dont on travaille avec les professionnels, c'est évidemment sous un système de volontariat et de flexibilité. C'est une des conditions sine qua non pour que des professionnels de ville qui sont déjà saturés par leur propre patientèle et les urgences de cette patientèle souhaitent, en tout cas soient volontaires pour s'inscrire et participer à la mesure de ce qu'ils sont en mesure de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de délai de participation ou de nombre de créneaux minimum à mettre à disposition du service d'accès aux soins dans le cadre du relais vers la médecine générale. C'est vrai aussi dans le cadre des spécialités. Chacun donne ce qu'il peut quand il le peut, dès temps que si tout le monde fait un petit effort, ça suffira pour répondre à la totalité des demandes. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que l'on fait et la façon dont on le fait. Je vais te parler un tout petit peu de deux volets qu'on développe en ce moment, qui concernent notamment là, dans le cadre de la santé mentale, plutôt des problématiques plus complexes, en tout cas où on sait qu'on ne va pas forcément pouvoir répondre de façon très ponctuelle
et de façon satisfaisante aux besoins, mais qu'il va falloir remettre en lien pour qu'ensuite le patient initie un parcours en ville. Il s'agit là de la santé mentale. Donc globalement, sur les 336 000 dossiers, alors c'était 313 en 2023, oui c'est ça, 313 000 en 2023, 5 812 dossiers relevaient de la santé mentale en dehors des urgences. Donc c'était 12 000 dossiers qui relevaient de la santé mentale de façon générale aux appels au 15, dont la moitié qui ne relève pas d'urgence, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas de moyens ni on hospitalise. Voilà, de façon classique. Donc ces dossiers-là, ils concernent des motifs type anxiété, angoisse, troubles du sommeil, des psychoses chroniques mais stabilisées, donc par exemple des patients qui réitèrent, qui ont des appels itératifs plusieurs fois dans la journée, donc ça ne fait qu'un dossier mais ça peut faire 10 appels par exemple. Des agitations, délires post-crise principalement, voilà ce type de sujet-là. Les médecins régulateurs, puisque ce sont eux qui font l'évaluation, sont pas tous à l'aise et très compétents sur le volet de la psychiatrie. C'est quand même un secteur particulier, surtout parce qu'en plus, il faut un temps d'écoute et d'évaluation bien plus long que ce qu'il est aujourd'hui possible d'offrir aux appels au 15. Le temps d'écoute et d'échange avec le patient, pour le médecin, c'est en moyenne 4 minutes. C'est sûr que pour un volet santé mentale, ça ne suffit pas pour aller vraiment évaluer et répondre, avoir une réponse satisfaisante. Donc le premier volet, le constat, c'est celui-ci. Et très vite, le SAS a dit, il faut qu'on apporte une ressource ou une compétence complémentaire au niveau du plateau de régulation pour mieux prendre en charge ces appels, mieux les évaluer, mieux comprendre de quoi ça relève et pouvoir faire des propositions d'orientation qui soient adaptées dans une optique de prévention, d'agir en prévention. C'est-à-dire que si on répond de façon adaptée dès le premier appel, il y a moins de chances que le patient rappelle, puisqu'on aura répondu correctement et que l'orientation qu'on aura proposée est efficace et pertinente et que ça va du coup suivre son cours en ville ou dans une structure adaptée. C'est vrai pour tout. Donc au plus on agit vite, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un signal qui est donné par un appelant, c'est vrai pour la santé mentale, c'est vrai pour la gériatrie, c'est vrai pour tout en fait, pour tous les appels. Si on répond de façon adaptée, finalement on se prémunit d'un autre appel pour la même situation qui aurait évolué et qui se serait dégradée. Donc dans cette logique-là, on propose, et c'est le cas depuis mars 2025, qu'un infirmier de régulation avec une expérience en psychiatrie vienne prendre en charge les appels à la demande des médecins régulateurs sur les thématiques de santé mentale hors urgence, c'est-à-dire à partir du moment, tant qu'on ne sait pas qu'un moyen est nécessaire et qu'une hospitalisation est nécessaire. Donc l'infirmier va prendre le temps de cette évaluation, souvent c'est 30 minutes d'appel, faire le point avec le patient, réassurer si nécessaire, apporter du conseil, puis à la fin de ce temps-là, faire le point avec le médecin régulateur et identifier la meilleure solution. Donc voilà pour le premier volet, c'est comment on apporte les moyens en tant que SAS au niveau de la régulation pour mieux répondre aux appelants. Le deuxième volet, c'est une fois que ce patient-là est bien évalué et qu'on identifie la bonne orientation. Notamment, ça peut être une orientation vers un professionnel de ville, médical, paramédical. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc ça va être le deuxième volet et la deuxième mission du SAS, en lien notamment avec l'APTA, et tous les professionnels et dispositifs qui sont installés sur le département, de mobiliser et de trouver, de construire une réponse qui permette à la fois d'offrir une réorientation aux patients adaptée au 15 et qui soit satisfaisante pour le professionnel qui est impliqué dans la réponse. Pas trop coûteuse en termes de temps, simple, qui le sécurise et sur lequel il se sent valorisé. C'est pas que dans un sens financier, c'est aussi j'ai bien fait mon travail, j'ai rendu service. Et ça, c'est très important. Donc c'est le deuxième volet, là, dans le cadre du SAS santé mentale, c'est un exemple vraiment typique, c'est la construction d'une réponse intégrant des psychologues, des psychiatres libéraux, des médecins généralistes libéraux pour prendre en charge des appelants du 15 ou initier une prise en charge en ville selon l'évaluation qui sera faite par l'infirmier et le médecin régulateur. Je m'arrête là parce que je vois que l'heure tourne. Si on peut continuer.
Donc j'ai parlé un tout petit peu des urgences. Un deuxième cas voilà, qui est assez spécifique aux Yvelines, c'est cette réorientation des urgences vers des professionnels de ville via le SAS. Donc le contexte que vous connaissez peut-être, c'est une fermeture des urgences pédiatriques de Poissy en 2022 qui chamboule relativement la donne sur l'offre de soins en pédiatrie en hiver évidemment sur le département avec donc des structures assez saturées et un souhait de se réorganiser pour mieux répondre aux patients. Donc les urgences pédiatriques du département en restant ouvertes, donc Mantes, Rambouillet, Versailles, se sont organisées et ont souhaité travailler avec le SAS et les professionnels de ville pour ne pas prendre en charge les patients ne nécessitant pas de soins urgents, mais pouvant être pris en charge par la ville. Donc c'est un relais et une meilleure orientation des patients. Donc il y a une grille d'évaluation qui a été mise en place par ces professionnels conjointement. Donc c'est la même grille qui est utilisée sur l'ensemble des services d'urgence pédiatrique. Poissy l'utilise aussi aujourd'hui et elle est réalisée par l'IAO à partir du moment où il y a un tri 4-5. Les patients et les familles de patients sont évalués selon la grille et si toutes les cases sont cochées, ces patients ne sont pas accueillis aux urgences mais réorientés vers un professionnel de ville. Par le SAS. Si on peut passer. On en arrive au bilan. Alors, on va passer ça. Ça va aller, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, donc le bilan. Maintenant qu'on a globalement cerné ce que faisait le SAS aujourd'hui, ce qu'il fera demain, on en parlera un tout petit peu après. Donc pour vous montrer, évidemment, quand on est dans un volet expérimental, au début, c'est un début progressif. Donc je vais m'orienter, vous parler uniquement de la droite de la slide, du nombre de réorientations vers la ville à compter de juin 2022. Juin étant le mois où on a su que le dispositif serait déployé et pérennisé et où les professionnels de santé ont connu les cotations spécifiques liées aux soins non programmés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent chacun 15 € de plus par consultation à partir du moment où il y a une régulation et une réorientation des patients par le 15. Donc c'était 90 orientations à partir en juin, en septembre 356. Donc on voit vraiment un effet boule de neige. Donc il y a cette clarification du contexte qui a été réalisée au niveau national qui a aidé, c'est-à-dire que ça a été très communiqué aux professionnels qui ont su dans quel cadre ils pouvaient participer. Et nous-mêmes, on a aussi mené avec l'APTA tout un volet de communication auprès des professionnels intégrés en CPTS. Donc ça, c'est ce qu'on voit à gauche. Avant la semaine 9 de mars 2022, seuls 4 CPTS et seulement quelques médecins de 4 CPTS participaient à titre expérimental. À partir de mars, la CPTS Nord-Est 78 nous a rejoints, puis Val-de-Seine, puis Saint-Quentin en Yvelines en juillet. Et on a aussi lancé des participations individuelles. Forcément, l'offre grandissant, les capacités d'orientation ont augmenté aussi et donc on a pu voir le nombre d'orientations évoluer. Voilà, ça c'est pour le tout début et où on en est maintenant. Donc à la fin 2024, sur l'année 2024, alors j'ai 313 000 dossiers, mais je vous explique, si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi. C'est un petit peu différent de ce que je vous ai affiché tout à l'heure. Sur les 313 000 dossiers, c'est 13 489 patients qui ont été orientés vers un médecin engagé dans le dispositif ou alors leur médecin traitant par les opérateurs de soins non programmés du SAS. Parmi les 13 489, une partie relève des urgences, c'est-à-dire ont été orientés par les urgences. Ce n'est pas 2536. 2536, ce sont les demandes que nous avons reçues de la part des urgences pédiatriques principalement. 53% des familles seulement souhaitent un rendez-vous. C'est-à-dire que sur les 2536, une partie des familles considère que soit l'évaluation des infirmiers a suffi à les rassurer et donc ils préfèrent attendre tranquillement chez eux et ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'un rendez-vous, ou alors ils ont fait la démarche de contacter leur médecin traitant en amont et donc ils ont déjà le rendez-vous quand on les appelle. Donc in fine, c'est aussi gagnant-gagnant, c'est-à-dire que
si il y a une réorientation, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une consommation de soins. Donc c'est aussi important d'avoir en tête ce rôle important de l'évaluation au démarrage. Et on voit à droite donc le graphique avec donc 2023-2024 en comparatif. Donc c'était presque plus 30% d'activité en 2024 versus 2023. On oscille entre 1000 et la 2000 en décembre, 2000 orientations de patients régulés par le 15 ou par les urgences vers une consultation par mois. Voilà, je crois que j'en ai fini. Les typologies de patients, oui. Alors, pour vous, que vous sachiez, donc, ce sont des types d'orientation, enfin des motifs qui sont tout à fait habituels et gérés en cabinet de façon habituelle par les médecins. Donc, ils s'y retrouvent, hein, c'est-à-dire que c'est de la patientèle globalement classique, mais avec quand même une nécessité d'engager des soins relativement rapidement, ce qui fait qu'on leur prend un rendez-vous dans la journée ou le lendemain. Un tiers des patients qui bénéficient de la solution ne sont déclarés sans médecin traitant, donc ça montre et ça marque un véritable défaut d'accès aux soins. Dans les Yvelines, c'est 10% de patients yvelinois déclarés sans médecin traitant. Et globalement, les patients honorent correctement les rendez-vous. C'est 2% de rendez-vous qui ne sont pas honorés par les patients. Je vais passer. La façon dont les médecins jouent le jeu, donc c'est aujourd'hui 270 professionnels qui participent au dispositif de façon volontaire. 2022, c'était 120, 207 en 2023. Donc, on poursuit notre principe de déploiement. Et vous voyez à droite la cartographie du nombre de médecins installés et leur effort dans la prise en charge des patients. Donc, évidemment, sur les zones très rurales et avec un nombre de médecins beaucoup moins important, souvent plus sous-dense aussi médicalement, on a un effort qui est moindre, mais il y a aussi un peu moins de demandes. À l'inverse, sur le croissant qui va de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à Nord-Est 78, là, on est sur une zone très, très active. Et enfin, les perspectives. Donc, j'espère avoir su vous démontrer pendant ce temps d'échange qu'on a, nous, cette culture d'anticipation des problématiques et d'identification des besoins qui permettraient de répondre à ces problématiques, notamment là dans le cadre du soin non programmé, qui est quand même le cœur de métier du SAS, et que nous travaillons énormément sur de la pensée collaborative ou de la co-construction, puisque ça nous paraît être quand même la façon la plus adaptée pour que à la fois la réponse soit adaptée aux besoins du patient, qu'elle soit satisfaisante pour le professionnel de santé qui s'intègre dans cette réponse. Et c'est, de notre point de vue, aussi un facteur clé de succès ou de pérennisation pour que chacun il trouve son compte et ne s'épuise pas dans cette prise en charge de soins non programmés qui ne fait que s'amplifier. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je prends vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation qui est vraiment très riche et intéressante pour voir tout ce qui se passe sur le territoire. Est-ce que nous avons déjà des questions sur la conversation? Je regarde, nous n'en avons pas. Est-ce que dans la salle, certains participants souhaitent prendre la parole? Pas de questions. Pas de questions. Ah si, Anaïs Fustek, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Moi, c'était quelque Oh, chose on ne vous entend pas très bien. c'est mieux comme ça, peut-être. On entend comme si vous étiez très loin. Oui. Je vais l'écrire. Oui. En attendant, j'avais une question. Parfois, en tant que professionnel, on sait que ça ne relève pas d'une régulation d'urgence. Mais on va quand même appeler le 15 parce qu'on veut s'orienter vers le SAS. Est-ce que vous nous conseillez de le dire dès le début de l'appel? Non.
En fait, il y a des dérives qui peuvent arriver et en tout cas, dans les Yvelines, le choix est fait, hein, et on n'y dérogera pas que de maintenir un seul numéro pour la réponse aux soins d'urgence vitale et de soins non programmés parce que par défaut, on considère que le patient peut ne pas... Enfin, c'est difficile pour un patient de s'auto-évaluer, si vous voulez. Donc, la nature même du 15, c'est d'évaluer et d'orienter. Donc, c'est la régulation. Malgré tout, on n'est pas un Doctolib géant. Et ça, c'est quelque part, ça veut dire qu'on répond à un besoin. Si il y a ce souhait d'appeler le 15 pour bénéficier d'un rendez-vous, malgré tout, on ne se doit pas d'aller sur cette tendance-là. C'est vraiment, il faut considérer que le 15 va évaluer et orienter vers la meilleure solution. En appelant le 15, en ayant déjà la réponse de ce que l'on recherche, n'est pas pertinent, si je puis me permettre. Donc c'est vraiment ce volet-là. Les médecins régulateurs, leur boulot, c'est de réguler, donc d'évaluer et d'orienter. Si vous appelez en sachant déjà ce que vous souhaitez, il ne faut pas appeler le 15 concrètement. Donc je comprends après la difficulté d'accès aux soins et l'intérêt qu'il y a à la réponse qu'on peut apporter en mobilisant les effecteurs. Ça ne doit pas se substituer aux dynamiques, notamment territoriales, locales, hein, de rencontres et de partenariats avec les acteurs pour les prises en charge de patients. Mais néanmoins, ça, c'est vrai dans la théorie, mais dans la pratique, je comprends que ça soit compliqué et que vous puissiez souvent être en difficulté sur ce type d'accès aux soins. Donc les CPTS s'organisent. Est-ce qu'elles seront en mesure rapidement de pouvoir offrir des réponses? Je ne sais pas, mais on peut l'espérer. Donc c'est peut-être aussi via ces canaux-là ou ces réseaux-là que vous, en tant que professionnel, si vous avez déjà la capacité d'évaluation pour définir le besoin, vous pourriez vous orienter pour construire la réponse. Et la réponse, elle sera peut-être relativement proche de celle que le SAS organise avec ses professionnels, ses mêmes professionnels. Mais appeler le 15 pour en bénéficier, c'est un petit peu dévier le système. Merci. Je vois qu'Anaïs Fustak a eu le temps de poser sa question. Concrètement, sur le terrain, les professionnels du SAS accompagnent-ils la prise de rendez-vous en cas de réorientation vers une consultation, notamment pour les personnes en situation de handicap ou âgées? Nous, en fait, quand le médecin régulateur considère, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, je vais essayer. Quand le médecin régulateur considère qu'il y a besoin d'une consultation dans les 12 heures, c'est-à-dire le jour même ou le lendemain, il transmet le dossier à un opérateur de soins non programmés. Le boulot de l'opérateur de soins non programmés, c'est de trouver le rendez-vous le plus adapté en termes de géolocalisation, d'adaptation aux personnes handicapées, puisqu'on parle de ce sujet-là en situation de handicap quand il y a besoin, et de délai au vu de ce qui est demandé par le médecin régulateur. Donc le rendez-vous est pris en lien avec le patient selon ces critères-là. Un message est donné, on s'assure toujours que les patients ou les appelants ont toutes les informations nécessaires pour pouvoir se rendre au rendez-vous. Et le médecin est informé du patient qu'il va recevoir, de l'heure et des informations relatives au patient. On est en difficulté sur de la mobilité. En revanche, on n'organise pas la mobilité. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je pense pas. Alors, il y a une réponse. Mais... Oui. La centralisation des demandes via la plateforme du SAMU ne peut-il pas à terme responsable d'un engorgement de la ligne téléphonique et être responsable d'un ralentissement de la réponse des urgences? C'est une très bonne question qu'on nous pose souvent. La réponse est non. Ce qui nous fait exploser, ce qui ne nous permet pas de répondre correctement, c'est des messages nationaux qui diraient votre médecin traitant n'est pas là, appelez le 15. Ça, c'est très délétère. On l'a connu en juin 2022, par exemple. Il y a une campagne nationale qui a dit ça, qu'on a réajusté sur le département. Et c'est d'ailleurs les campagnes qui existent encore maintenant et qui sont normalement affichées dans les cabinets.
médecin traitant, recherche d'une solution sur le territoire, et le contact du 15 est en cas de doute sur votre situation médicale, et pas parce que le médecin traitant n'est pas là. On sait que ça, c'est très difficile. La fermeture des urgences pédiatriques de Poissy a été très difficile aussi. La cyberattaque de Versailles a été très difficile. Je vous l'ai dit, depuis 1983, tous les ans, c'est plus 5% d'accroissement d'activité, et le SAS n'existait pas en 1983. En moyenne, il y a des années où c'est plus dur que d'autres depuis la création du SAS, notamment 2022, ça a été très dur. Et on sait que c'est lié à la campagne de communication qui a eu lieu en juin, et à la fermeture des urgences pédiatriques de Poissy en octobre de la même année. Mais on ne voit pas d'impact dont on pourrait démontrer que cela vient du SAS, de la création du SAS et du développement de cette offre de soins non programmés vers la ville. Ce qu'on constate par contre depuis l'année dernière, au vu des chiffres, c'est que quand bien même l'activité des appels au 15 augmente et qu'il y a une difficulté dans le délai de réponse, et d'ailleurs pour ça, je veux souligner 2 éléments. Le premier, c'est la difficulté de recrutement sur les postes d'assistants de régulation médicale, qui sont des postes à formation spécifique et obligatoire, c'est normal, qui sont dispensés au CEPHARM, et dont il sort chaque année 8 étudiants pour l'ensemble de la région. Donc forcément, en fait, ça ne fonctionne pas en termes de recrutement. Donc évidemment, la région est alertée, au national on y travaille, mais depuis cette année, on ne peut plus recruter en dehors de ces centres de formation. Donc à raison de 1 à 2 postes par an, alors qu'il nous faudrait au moins 20 ARM complémentaires, on n'y arrive pas. Voilà, ça c'est une vraie difficulté RH. Et au-delà de ça, le plateau se réorganise aussi en son cœur pour améliorer, donc pour être plus performant sur la réponse, notamment en attribution de rôles. Voilà, donc il y a tout un volet de travail qui est fait, une réflexion qui est menée sur la façon dont on est organisé pour mieux répondre aux appels avec les mêmes ressources qui sont en nombre insuffisant. Le dilemme est là. Et ce que je voulais vous dire, donc ce qu'on voit en 2000, et je vais m'arrêter parce qu'il est 58, ce qu'on voit sur l'année 2024, c'est que quand bien même il y a eu plus 6,5% d'augmentation d'activité, on a réorienté moins vers les urgences. Donc on ne voit pas d'effet propre à la création du SAS sur le niveau d'activité d'appel. C'est vrai qu'on voit un certain nombre d'appels où les patients demandent une consultation, mais c'était vrai avant avec les maisons médicales notamment, des patients qui appelaient en disant je suis pas bien, est-ce que je peux avoir le code de la maison médicale en bas de chez moi? Ça existait déjà et c'est des pratiques à la marge, mais qu'on combat en vous réexpliquant et en réexpliquant à chacun que le rôle du 15, c'est d'évaluer et d'orienter, et pas de donner la réponse que le patient se sera lui-même donné quelque part. Malgré tout, cette création de SAS, pour la première fois, démontre un accès aux urgences qui est réduit après la régulation, notamment parce qu'on arrive à trouver des solutions en réponse à la semi-urgence en ville. Voilà. Merci. Donc c'est pas parfait, mais on essaie quand même et on est conscient des difficultés et on y travaille. Malgré le fait que, oui, vous, en tant que professionnel, j'entends certainement quand vous appelez le 15, la réponse, elle se fait attendre et c'est très frustrant. Et pour nous aussi. En tout cas, merci beaucoup Anne-Claire Boucher pour le temps que vous avez pris pour participer à cette rencontre Flash Santé. Avec Encore plaisir. merci. Et à bientôt, je pense. Du coup, pour la prochaine rencontre Flash Santé, elle aura lieu le 17 juin, toujours de 13h à 14h, et nous recevrons l'ESIP, donc équipe spécialisée soins infirmiers précarité. Encore un grand merci à tous et je vous dis à dans un mois.